Bonjour et merci de nous accueillir chez vous pour notre nouveau rendez-vous hebdomadaire Focus Caraïbes. Chaque semaine, pendant 26 minutes, nous tenterons d'éclaircir des sujets de fond qui touchent la Caraïbe et bien sûr les Antilles françaises et la Guyane. Nous avons une vision assez large de la Caraïbe puisque nous intégrons l'ensemble des pays d'Amérique qui ont une façade maritime avec la mer des Caraïbes, mais également des pays membres d'organisations régionales comme le Chili et l'Argentine. Pour ce premier numéro, nous accueillerons le parrain de notre émission, M. Alex Falémé, président de l'ICFC, l'Institut de coopération franco-caraïbe, et qui est bien sûr le partenaire de cette émission, et avec lequel nous avons noué un partenariat. Aujourd'hui, nous traiterons du Zika, une épidémie qui ne cesse de s'étendre dans la Caraïbe. Quelles en sont les causes? Quelles en sont les retombées? Est-ce qu'il y a moyen d'y remédier? Nous aborderons donc ces différents points avec notre invité, M. Alex Falémé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc président de l'ICFC. Tout à fait, je suis président de l'Institut de coopération franco-caraïbe et je vous remercie de me recevoir ce jour-ci. En tant que parrain, c'est tout à fait normal. C'est gentil. Alors pour ceux qui ne le savent pas encore, qu'est-ce que l'ICFC? L'ICFC, c'est l'Institut de coopération franco-caraïbe. C'est une association loi 1801 qui a été créée en 1973. 42 ans, ouais, tout à fait, à la demande de la préfecture et de la région. Vous voyez? Et c'est en fait un institut qui veut s'intégrer dans le monde caribéen. Et nous avons des partages avec tout ce monde sur le plan culturel, sportif, santé, en particulier santé, parce que j'y tiens absolument à cause peut-être de ma profession. Mais toujours est-il que nous sommes en parfaite cohésion avec le monde caribéen. Car j'ai toujours eu l'habitude de dire que c'est en fonction des alizés que je me retrouve en Guadeloupe. Ah, ça tombe très bien sur Alizé Télévision. Tout à fait, sur Alizé Télévision. Je ne l'ai pas fait exprès. Mais toujours est-il que j'aurais pu me retrouver à Barbade ou à Sainte-Lucie. Et les alizés ont fait que j'ai été ici avec mes parents. Voilà, tout simplement. Alors, 42 ans aujourd'hui que l'ICFC existe. Est-ce qu'au bout de 42 ans, la Caraïbe est une véritable réalité ou est-ce qu'on est toujours dans le domaine de l'utopie? On n'est pas dans le domaine de l'utopie. Je pense qu'il y a de plus en plus d'échanges. Le seul truc que je dis, c'est que quelquefois, vous savez ma façon de parler, tout le monde veut faire de la coopération. Il faut faire de la coopération, mais il faut savoir comment on se dirige et qu'est-ce qu'on veut faire et comment faire de la coopération. Nous, en particulier, c'est surtout dans le domaine culturel. Moi, j'étais au Carifesta il n'y a pas très longtemps, à la demande du président de région et avec l'accueil chaleureux que nous a réservé le président d'Haïti. C'était extraordinaire. C'était tout le monde caribéen qui se réunissait pour la première fois en Haïti, pays francophone. Donc, il fallait que l'ICFC soit là, il fallait que la Guadeloupe soit là, il fallait qu'on soit en présent pour pouvoir partager bien souvent les moments difficiles, comme en 2010 avec nos amis d'Haïti, mais les moments aussi, le tremblement de terre. Nous avons participé d'une façon très efficace là-dedans, et également sur le plan culturel, sur le plan humain, quand il y a de la joie. Et c'est pas simplement quand il y a des pleurs qu'il faut se retrouver là. Alors on dit souvent que en fait, la coopération régionale fonctionne dans certains domaines comme le sport ou la culture, mais que c'est encore très compliqué en matière économique. En matière économique, c'est beaucoup plus difficile. Il faut tenir compte d'un élément qui est fondamental, c'est que nous sommes un département, n'est-ce pas? Nous sommes comme l'Île-de-France, nous sommes comme Bordeaux, etc., etc. Donc, il est difficile de pouvoir discuter, bien que les choses vont avancer. Je pense qu'il y a eu des interventions qui ont été faites. Et ensuite, en fonction du rapport de M. Letchimi, qui a été déposé et soutenu par les députés guadeloupéens, pour favoriser la coopération régionale. Mais il faut se rendre compte d'une chose évidente, c'est que quand nous allons discuter avec le président d'Antigua ou de Barbade, il nous disait bien souvent, vous êtes bien gentil, je veux bien échanger avec vous, mais vous êtes qui? Voilà, quelle légitimité avez-vous? Quelle est la légitimité? Donc maintenant que le ministère des Affaires étrangères, je pense, en fonction de ce que j'ai lu, je crois qu'il y a 2 jours, le rapport a été déposé et que quelque part, ça pourrait améliorer les choses. Sur le plan, je dis, économique. Sur le plan de la santé, c'est totalement différent. Nous avons pour habitude de recevoir beaucoup d'étudiants haïtiens, en particulier dans le domaine de la santé. Nous menons des actions également au niveau des médecins haïtiens qui viennent ici se former et nous allons également sur place pour pouvoir aider au développement de ce pays d'Haïti qui est un pays magnifique. Et il n'y a pas qu'Haïti, parce que moi j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne la médecine à la Dominique, comment ça fonctionne la médecine à la Barbade. Et ça, c'est encore des éléments que nous n'avons pas. Des grands chantiers à mettre en place. Il faut absolument que nous puissions nous atteler à cela. Et je crois que quand on le fera, on sera vraiment honoré de l'avoir fait.
Alors pour bien comprendre, donc il y a l'ICFC, mais il y a aussi une commission de coopération régionale à la région. Alors comment est-ce que les deux fonctionnent ? Alors c'est ça, les deux fonctionnent. Parce qu'il y a j'ai un projet, à qui je m'adresse ? Il y a une commission de la coopération au niveau de la région Guadeloupe. Je crois que c'est Mme Panchard, Marie-Luce, qui en est actuellement la présidente. Je pense qu'on va pouvoir la rencontrer très bientôt pour pouvoir discuter et échanger. Nous sommes véritablement, quand la région prend une action et décide d'une action immédiate. Imaginez-vous quand il y a eu le problème à Sainte-Lucie, il a fallu que l'ICFC agisse tout de suite. Il n'était pas question de réunir une commission permanente, une plénière. Et nous sommes très réactifs. Quand il y a eu le tremblement de terre au niveau d'Haïti, en 2010, tout de suite, la nuit, j'ai été interpellé par le président de région et le président du département, CCI, etc. Nous nous sommes réunis le lendemain et nous avons été les porteurs. Nous avons été véritablement avec le SDIS qui a fait un travail extraordinaire. Et nous avons créé une commission, nous avons travaillé pour pouvoir envoyer ce qu'il fallait pour nos amis et nos frères d'Haïti. Alors ce qu'on peut dire, donc, nous sommes réactifs. Voilà, le bras armé de la région. Voilà, je ne voulais pas employer ce terme, mais c'est un peu ça. Le bras armé de la région, parce que nous sommes réactifs tout de suite, immédiatement, nous pouvons intervenir, bien entendu, et nous espérons que cela va continuer, et que quelque part, la région peut et doit toujours compter sur nous pour pouvoir améliorer cette coopération régionale. Alors, mais toujours, il n'y a pas de différence entre la coopération régionale. Il y a pas, je le disais au début, il ne faut pas qu'il y ait plusieurs types de coopération. Voilà, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Il faut que chacun ait son domaine. Et nous sommes preneurs de toutes sortes de propositions. En 2016, quels sont les projets de l'ICFC ? Alors en 2016, les projets de l'ICFC, c'est des projets vraiment... Alors dans notre site, vous avez déjà visité notre site ? Mais bien sûr. Alors vous avez visité le site, vous l'avez vu. Nous avons beaucoup de projets sur le plan culturel que nous voulons faire. Bon, maintenant vous me parlerez peut-être un petit peu plus tard sur le Zika, mais effectivement, c'est une affection qui intéresse tout le monde caribéen. Il y a le problème des sargasses, tout ça, ça intéresse la Caraïbe. Donc il y a des projets fondamentaux et d'autres choses que nous ferons et la directrice va pouvoir vous expliquer exactement quelle est notre marche à suivre, ce que notre feuille de route. Nous avons une feuille de route, nous établissons notre budget en 2016 et à partir de là, en fonction des éléments qu'il y a, nous allons participer par exemple vous savez qu'il y a une compétition d'athlétisme qui va se tenir, l'ICFC, nous sommes preneurs. Oui. Le coureur américain, Tommy Smith, c'est nous qui le prenons en charge. Ah, d'accord. Il fera une conférence, je vous invite d'ailleurs à cette conférence, on vous donnera la date exacte, il fera une conférence à Fouillol, où il parlera des problèmes d'athlétisme et des problèmes que les Noirs américains rencontrent. Donc c'est ce genre d'initiative que nous faisons, des projets très simples, fortement très simples, qui coûtent bien entendu, mais je pense que nous pouvons continuer à travailler dans ce sens-là et c'est une excellente chose. J'en suis très content et je voudrais, avant de terminer sur ce problème, remercier la directrice, Mme Barfleur, Jessica Thompson, toute l'équipe de l'ICFC. Toute l'équipe de l'ICFC et Patricia Terrier qui font un travail extraordinaire. Ce sont quatre qui travaillent beaucoup et qui nous accompagnent au quotidien. Voilà, et nous avons notre conseil d'administration et notre bureau également. Voilà. Ah bon, justement, c'est votre équipe de femmes très courageuses qui a travaillé sur un magazine pédagogique sur le virus du Zika. Et les différentes mesures qui ont été mises en place par certains pays de la Caraïbe. C'est tout de suite le Zoom Caraïbe. Zika. Si le virus Zika s'étend actuellement, essentiellement dans la zone Amérique, c'est en Afrique qu'il a été découvert, plus précisément dans une forêt en Ouganda, en 1947, chez des singes rhésus. Ce n'est que 5 ans plus tard qu'il sera identifié chez l'homme, à nouveau en Ouganda, mais aussi en République de Tanzanie. Cependant, les premières grandes épidémies d'infection ont eu lieu dans le Pacifique. En 2007, la Micronésie a enregistré 5000 cas, puis en 2013, la Polynésie française, 55 000. Sur le continent américain, le virus Zika est apparu au courant de l'année 2015 au Brésil et depuis n'a cessé de s'étendre aux pays continentaux voisins puis aux îles de la Caraïbe. Une trentaine de territoires sont touchés, plus d'1,5 million de personnes dans la région ont été déjà infectées. L'expansion du Zika est telle que l'Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d'alarme début février en expliquant que ce virus constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. 3 à 4 millions de personnes pourraient être touchées. Pourquoi une si grande inquiétude ? Le virus Zika est transmis aux hommes par les piqûres de moustiques de type Aedes aegypti et Albopictus, plus connus sous le nom de moustique tigre. Une fois infectée, une personne sur 5 développe des symptômes proches de ceux de la dengue, du chikungunya.
à savoir fièvre, conjonctivite, maux de tête, éruption cutanée, douleurs musculaires, articulaires et état de malaise, de fatigue. Il n'existe aucun traitement pour en guérir, elle n'est pas directement mortelle. Cependant, l'inquiétude mondiale s'est accrue lorsque les autorités sanitaires du Brésil ont indiqué avoir dénombré plus de 3000 cas de nourrissons atteints de microcéphalie en 2015 contre 150 par année. En infectant des femmes enceintes, le virus empêcherait la croissance de la boîte crânienne du fœtus, provoquant ainsi des retards mentaux irréversibles. Des études sont en cours pour vérifier la réalité de cette menace. Certains gouvernants ont d'ores et déjà recommandé aux femmes enceintes de différer tout voyage dans une zone touchée par le virus Zika. Les autorités du Brésil, de la Colombie, du Salvador ou encore de la Jamaïque ont aussi conseillé aux femmes de reporter leur éventuel projet de grossesse. De plus, en Colombie et au Venezuela, une relation a été établie entre la maladie Zika et le syndrome Guillain-Barré, une maladie neurologique. Outre ses impacts sur la santé, l'épidémie du virus Zika provoque des inquiétudes pour le tourisme, secteur très important pour la Caraïbe. La zone latino-américaine pourrait ainsi perdre 63,9 milliards de dollars selon la Banque mondiale. Compte tenu de la mauvaise publicité liée au Zika, quelle solution ? Afin de lutter contre le virus Zika et limiter ses conséquences désastreuses, diverses organisations ont multiplié les réunions d'urgence en ce début d'année afin d'adopter plusieurs solutions. Mener des campagnes dans les médias pour informer la population et la sensibiliser sur la nécessité de se protéger des moustiques. Mobiliser des moyens humains et matériels pour détruire les gîtes larvaires et faire des pulvérisations d'insecticides. Le Brésil a ainsi déployé 220 000 soldats sur le terrain depuis fin janvier. Pour combattre le virus, Barack Obama, le président des États-Unis, veut débloquer 1,8 milliard de dollars US. La Jamaïque va, elle, dépenser 1,6 million de dollars. Pour les DFA, un comité de gestion Zika a été mis en place pour mettre en œuvre un plan comprenant surtout des actions de prévention. Et pendant ce temps, plusieurs gérants industriels pharmaceutiques, parmi lesquels le français Sanofi, mènent des recherches pour élaborer le vaccin contre le virus. Un reportage très intéressant donc, réalisé par l'ICFC. Merci. Donc votre équipe de choc. Nous l'avons vu dans ce reportage, la première fois qu'on a diagnostiqué le virus, c'était sur un singe en Ouganda en 1947. En 1947. Depuis, il y a eu une propagation notamment en Asie, dans le Pacifique. Aujourd'hui, donc dans la Caraïbe, la Martinique, la Guyane qui sont en phase épidémiologique. Est-ce qu'il y a une véritable conscience des organisations caribéennes de l'importance du virus Zika, notamment de la CARICOM? On ne l'entend pas beaucoup. Je crois que quelque part, c'est ce que je disais au début de mes propos, il faut que nous puissions nous atteler à la tâche. Je crois que quelque part, chacun est dans son petit monde, il fait ses petites affaires, et qu'il faudrait véritablement une sorte de conférence. J'aurais bien imaginé une conférence sur le Zika au niveau de la Caraïbe. Et pourquoi pas l'annoncer alors? Nous l'annonçons, nous essaierons de le faire avec les moyens que nous aurons. Mais si possible, il serait bien qu'on puisse vraiment discuter ensemble et échanger. Vous avez bien vu que ça, en 1947, en Ouganda, excusez-moi, ensuite en Tanzanie, ensuite au Brésil, et là maintenant à nos portes. Voilà, mais j'y ai tenu quand même, parce que le film, je crois qu'il est assez bien réalisé, oui. Parce que je me permets de le dire. Mais je vous ai apporté quelques chiffres, très simplement pour ne pas me tromper, et je voudrais vous citer quelques chiffres. Ça date du point épidémiologique du 24 mars 2016, donc il y a à peu près... De qui? Enfin, c'est quelle source? Sur ce ARS. L'ARS, ok. Donc l'Agence régionale de la santé. L'Agence régionale de la santé. En Guadeloupe, il y a eu 794 cas. 44 cas par semaine. Oui. En Guyane, 2770 cas, 510 cas par semaine. Et en Martinique, 14 320, dont 1760 par semaine. Alors d'où vient ce problème? C'est la question qu'on peut se poser. Ah, d'où vient ce problème? C'est ça. Alors quelque part, c'est ça, non, mais moi je suis médecin, je suis chirurgien, je ne suis pas épidémiologiste. Mais je dis quelque part, nous devons nous atteler à la tâche. Nous devons ensemble apporter notre pierre pour voir comment les choses vont pouvoir s'améliorer. Alors comment vous expliquez ça justement, M. Fallémé? C'est ça, c'est ce que je dis. Qu'il y ait une telle épidémie en Martinique, alors qu'on est si proche, qu'il y a énormément d'échanges, que ce soit par voie aérienne, par voie maritime, et qu'on reste quand même encore un petit peu protégé. Alors on est un petit peu protégé. Est-ce que ça ne pouvait pas du fait que, je ne dirais pas qu'il y a plus de moustiques en Martinique, donc vous savez très bien que c'est le moustique tigre qui apporte le Zika. Mais il y a peut-être des moyens, je n'irai pas à dire ça, mais de protection. Il faut une protection véritable.
Et je crois qu'il faut que nos populations prennent conscience. Donc ça veut dire quoi, qu'il y a plus de protection en Je dirais Guadeloupe, peut-être moins ça, de protection Martinique? je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'études pouvant le dire. Mais je m'arrête simplement aux chiffres que j'ai devant moi, hein, qui sont très parlants, récents. oui. C'est très récent, c'est les chiffres que je vous ai confiés. Donc je crois quelque part, il faut qu'on s'interroge là-dessus, et qu'il serait d'abord bien qu'au niveau de la Martinique et de la Guadeloupe, que nous puissions, je ne sais pas si ça s'est fait, du moins je ne suis pas informé là-dessus, mais que nous puissions échanger déjà à ce niveau-là, et ensuite avec d'autres pays de la Caraïbe. Et je crois que s'il y a un signal fort à dire à la population de la Guadeloupe, c'est protégez-vous. Parce que je suis vraiment scandalisé quand je vois des frigidaires, des machines à laver, des pneus qui traînent le long de la route. Donc, il faut que nous protégions notre pays. Il ne suffit pas de dire oh, je vais mettre des répulsifs, ou que j'aurai une chemise longue comme moi, ou un pantalon. Non, mais il faut absolument que nous nous protégions. Alors le 1er février dernier, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, décrétait le virus Zika d'urgence de santé publique mondiale et déconseillait même aux femmes enceintes de se rendre dans certains pays de la Caraïbe, notamment au Brésil, plus d'1 million de personnes infectées. Est-ce que vous pensez qu'on en fait trop par rapport à ce virus? Il n'y a pas que l'OMS qui l'a dit. Marisol Tourelle, voilà. également. Vous êtes journaliste. La première déclaration de la ministre de la Santé, c'était de dire ne venez pas aux Antilles ou en Guadeloupe ou en Guyane parce qu'il y a des problèmes. Sous le plan, plan touristique, c'est extraordinaire. Ça détruit tout. Ça détruit tout le travail qui a été fait pendant un certain nombre d'années. Et puis même également en termes d'équité territoriale, que faire aussi des femmes enceintes martiniquaises, guyanaises? Parce que si on dit aux femmes enceintes qui sont en métropole, parce que, enfin, j'aime pas employer le mot métropole, moi j'aime bien dire France hexagonale. Métropole pour moi, ça me paraît un peu bizarre. France hexagonale. Si on dit aux femmes de la France hexagonale, ne venez pas aux Antilles parce que vous risquez d'avoir un gosse atteint de microcéphalie, c'est ce dont on parle. Oui. Mais les femmes qui sont en Guadeloupe, qui sont enceintes, on les enverra où? On les enverra en métropole. On a arrêté les fécondations in vitro, on a arrêté un certain nombre de... Donc je crois que quelque part ça m'interpelle. Ça m'interpelle et je dis qu'il faut, bien sûr, c'est un problème important, quand même conséquent, il faut prendre ça en compte, il faut se développer, mais nous devons, nous d'abord au niveau de la Guadeloupe, nous d'abord au niveau des Antilles, nous d'abord au niveau de la Caraïbe, nous protéger et que nous puissions protéger notre environnement. Peut-être aussi faire passer des messages à l'extérieur pour éviter ce genre peut-être de propos qui sont dévastateurs. Ça a été fait. Pour les populations et pour l'économie. Ça a été repris d'une façon très simple par la ministre des Outre-mer qui a voulu un peu tempérer un peu les choses. Je crois que j'ai entendu son intervention là-dessus. Oui. Je crois qu'elle est guadeloupéenne, elle sait de quoi elle parle. Elle est antillaise, je ne dirais pas guadeloupéenne, elle est antillaise, elle sait de quoi elle parle. Mais il ne faut pas que nous affolions tout le monde. Sinon, on est en aucun endroit. On est en aucun endroit. Dans tous les pays du monde, il y a des problèmes épidémiques, il y a des problèmes de santé. Donc vous pensez qu'on en fait trop? Est-ce que vous pensez par exemple des pays comme la Colombie ou même la Jamaïque qui ont même déconseillé aux femmes de leur territoire, aux Brésiliennes, aux Jamaïcaines, de tomber enceintes sur les 2 années à venir? Moi je trouve qu'ils en font trop. Bon, maintenant, on a eu le Zika, on avait le Sida, maintenant c'est le Zika, et demain ce sera une autre mutation génétique, on aura autre chose. Mais il faut quand même que nous puissions prendre le temps de réfléchir ou de nous concerter, de dialoguer, d'avoir des échanges et que nous puissions trouver une solution à cela. Il n'y a pas qu'aux Antilles ou aux Antilles-Guyane ou au Brésil qu'il y a des problèmes de ce genre-là. Alors aux États-Unis, justement, la veille sanitaire a dressé une liste de 14 pays de la Caraïbe, d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, qui sont bannis et qui sont fortement déconseillés aux voyageurs américains, notamment la Martinique et la Guyane. Est-ce que vous pensez que là aussi, il y aurait peut-être une action à faire auprès de ces différents pays pour les rassurer ou sur ce que nous mettons en place en Guadeloupe? Nous, en Guadeloupe, ils ne nous ont pas bannis. Encore peut-être. Je ne pense pas parce que je vous ai cité les chiffres tout à l'heure, 794 cas cumulés contre 14 320, ce sont ces chiffres-là qui me préoccupent. Et je voudrais savoir, je vais essayer de me renseigner et je vous donnerai peut-être les éléments après, à un autre moment, pour savoir pourquoi c'est une proportion aussi, pourquoi cela, quoi.
C'est pas possible. Il y a quelque chose qui s'est passé, et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, toujours est-il que ça m'interpelle. Alors certains disent, dans les différentes lectures que j'ai eues également, c'est que la proximité de la Guyane avec le Brésil justifierait ou expliquerait en partie donc, cette forte épidémie sur la Guyane, et qu'il y a beaucoup plus d'échanges entre la Martinique et la Guyane au niveau du transport aérien, ce qui fait qu'il y a cette augmentation beaucoup plus importante. Peut-être, c'est une possibilité, mais n'oubliez pas que je vous ai dit qu'en Guyane, il y a 2770 cas, et en Martinique, il y en a 14 320. Donc je veux bien que ce soit cela, c'est peut-être un élément, il faut tenir compte de un des éléments dont il faut tenir compte, certainement, mais il y a quand même des questions, il y a des points d'interrogation. Écoutez, vous reviendrez sur le plateau dès que vous aurez la réponse. Je m'adresse également, encore une fois, aux médecins que vous êtes. Oui. Au-delà même donc, des problèmes sanitaires, des problèmes économiques que pose le virus Zika, il y a aussi un problème de conscience religieuse, notamment au Brésil, un pays qui est fortement catholique, pratiquant, où certaines femmes dont le bébé est atteint de microcéphalie, qui doivent avorter, pas avorter, quelle serait votre position ? Et par rapport à une patiente, qu'est-ce que vous lui conseillerez ? Écoutez, moi je suis bien entendu croyant. J'ai des convictions philosophiques aussi qui me permettent de dire que tous les hommes sont des hommes. Et que quelque part, on ne doit pas non plus faire disparaître quelqu'un comme cela. Si la personne, au cours d'un diagnostic prénatal ou encore in utero, on constate qu'il y a un problème et on prévient les parents, on leur dit, voilà, il y a telle chose, vous acceptez ou vous n'acceptez pas, c'est à eux de faire leur choix. Mais je ne peux pas décider à leur place, il y a un problème de conscience. Nous avons aussi des enfants qu'on voit être autistes à certains moments. Par exemple, j'ai vu dernièrement un film sur l'autisme, mais les parents n'étaient pas informés, mais ils entourent leur enfant. Aujourd'hui, je crois qu'il y a un article là, sur le journal Le Quotidien où on parle de cela, et ils entourent leur enfant, ils aiment leur enfant, parce que je crois que on ne nous a pas demandé de procréer, c'est nous qui faisons notre enfant et nous prenons les enfants avec les bons côtés, les mauvais côtés. Donc c'est une décision purement personnelle. C'est une décision qui est tout à fait personnelle. Et moi, ma philosophie, mes convictions philosophiques me permettent de dire que tous les hommes sont des hommes. Et quel que soit le milieu où on est, quelles que soient les difficultés que l'on puisse rencontrer, nous devons aider nos enfants à surmonter cela, quel que soit leur âge surtout. Les laboratoires ne prévoient pas de vaccin avant bien 3 ans. Oui. Nous pensons que d'ici là, l'épidémie aura fait un certain nombre de dégâts donc, dans la Caraïbe. Un certain nombre aussi de communiqués passent, notamment sous le fait qu'il faille dormir sur des moustiquaires, qu'il faille employer des répulsifs, fermer les fenêtres, porter des vêtements amples. Mais dernièrement, nous avons également constaté qu'il y a des contaminations par voie sexuelle. Ça a été le cas à Miami, Brésil, Chili, France hexagonale, comme vous dites. Pas de solution alors. Combien de cas ? Pour l'instant, ça reste encore confiné. On est à quelques cas. Attention. Si vous avez 10 cas sur le plan mondial, mais c'est quand même 10 cas. Est-ce que c'est à cause du Zika ? Peut-être qu'il y a autre chose. Ce ne sont pas des statistiques. Pour moi, ce ne sont pas des statistiques. Les statistiques, c'est à partir d'éléments porteurs intéressants. Et à partir de là, on verra bien. Mais je dis que quelque part, il faut se battre, il faut continuer à se battre, mais ce n'est pas à partir de là qu'on va rendre le Zika responsable de toutes sortes de choses. Le Zika ne tue pas excessivement. Il y a 80% des gens qui sont atteints du Zika et qui n'ont pas de signes, qui ont quelques signes. On ne sait même pas s'ils ont eu le Zika ou pas. Donc c'est ça aussi qu'il faut tenir compte de cela. Donc ce sera en fonction aussi des systèmes immunitaires de chaque personne. Chacun se défend, chacun a sa façon de résister en fonction de ce qu'on a comme problème, de santé ou des choses comme ça, de l'âge, etc. Mais toujours est-il qu'on ne peut pas tout dire, que c'est le Zika qui fait ça, qu'on a fait le sida à un moment, on a dit que ce sont les Haïtiens qui ont apporté le sida, ensuite on a dit que ce sont les hétérosexuels, ce sont les homosexuels, on a tout mélangé. Non, on se doit se baser. Il faut rester prudent en la matière, surtout en matière de santé. Et scientifique dans l'appréciation. Tout à fait. Et puis les laboratoires ne s'occupent pas. Si, Sanofi commence à essayer de voir s'ils peuvent. Mais on entend souvent parler aussi de vaccins contre le paludisme, on attend toujours. Mais pourquoi ? Parce que les pays qui sont touchés par cela sont des pays qui ont des moyens économiques pas très importants. Et est-ce que les laboratoires s'occupent vraiment des pays qui, sur le plan économique, n'ont pas beaucoup d'argent ? Question très intéressante. On laissera le public et nos téléspectateurs décider et juger par eux-mêmes. Monsieur Falémé, nous arrivons presque au terme de notre émission. Après ces 26 minutes d'échange, est-ce qu'il faut avoir peur du Zika ?
Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du Zika. Il faut se protéger. Il faut surtout protéger son environnement. Protéger son environnement, j'en ai pas de le dire. Quand je vois mes compatriotes jeter des carcasses de voitures, des pneus... Mais là, c'est une responsabilité aussi des collectivités. Non, mais les collectivités, mais on ne peut pas tout mettre sous le dos des collectivités. Hein. Si moi je décide... Mais s'il n'y a pas de sanction. D'accord. Moi, je vois, par exemple, quand je passe à certains endroits, des gens qui viennent le soir, qui n'habitent pas le coin et qui viennent déposer des ordures. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est un problème de conscience. On ne peut pas dire que c'est le député, le président du conseil régional qui ira ramasser les ordures. Ah non, c'est sûr. Mais c'est nous qui devons prendre nos responsabilités et protéger nous et nos enfants. Merci beaucoup, M. Falémé. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup d'avoir accepté également d'être le parrain de ce premier numéro. Focus Caraïbes, que nous retrouvons donc la semaine prochaine. Merci et bonne fin de journée sur Alizé Télévision.